Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler du premier chapitre de l'un des deux derniers livres que j'ai écrit, le tome 1 de Si l'ésotérisme m'était compté. Dans ce chapitre, que j'ai décidé de mettre cette notion dans le premier chapitre de ce tome 1, car pour moi c'est une notion fondamentale pour comprendre l'ésotérisme en général, comprendre nos origines et l'ésotérisme en général. Cette notion, c'est celle d'état d'être et d'état d'existence, ou décrit par Aristote, ce qu'on appelle un état en puissance et un état en acte. Alors si je pense à une maison, elle est dans un état d'être. Elle n'a pas de réalité, ou elle a une réalité uniquement dans mes pensées. C'est-à-dire que concrètement, cette maison n'existe pas. Par contre, dans mes pensées, eh bien, j'imagine que cette maison puisse avoir une existence. Ça s'appelle un état en puissance. Donc c'est quelque chose où quelque chose est imaginé mais n'est pas encore concrétisé. Si la maison est construite, elle devient dans un état d'existence. Donc cette fois-ci, elle n'est plus juste dans mes pensées, mais elle a été matérialisée concrètement et rentrée dans l'état d'existence. Et ça, pour Aristote, c'est ce qu'il appelait un état en acte. Donc un état en puissance, c'est quelque chose de pensé qui, à partir d'un moment où cette pensée va être exprimée, va être manifestée dans la matière, ça va devenir un état en acte. Donc toutes ces deux notions ont été définies par Aristote dans ses écrits, la physique d'Aristote. Platon, lui, a également parlé de ces sujets, mais il a utilisé d'autres terminologies et il a donné des caractéristiques à chacun de ces états. Il nous a dit, si le monde est beau et si celui qui l'a fait est excellent, il l'a fait évidemment d'après un modèle éternel. Le monde a donc été formé d'après un modèle intelligible, raisonnable et toujours le même, d'où il suit par une conséquence nécessaire que le monde est une copie. Donc pour Platon, cet état en puissance, c'est quelque chose qui est un modèle intelligible. Et par contre, à partir du moment où ça va rentrer en acte, ce monde va être une copie de la pensée. Ça ne va pas être la pensée elle-même, mais ça va être la meilleure chose que nous allons pouvoir faire pour concrétiser cette pensée dans la matière. Donc pour Platon, il y a cet état en puissance est similaire à une pensée, et quand ça se manifeste, c'est une copie de cette pensée, c'est la meilleure concrétisation possible que nous allons pouvoir faire pour concrétiser cette pensée et l'amener à l'état matériel. Platon nous dit que cet état en puissance, c'est quelque chose d'intelligible, donc quelque chose où l'intelligence a son mot à dire, c'est pas quelque chose d'aléatoire. Et à partir du moment où ça va être manifesté dans la matière, ça devient quelque chose de sensible, donc accessible par les sens, nos sens physiques, l'ouïe, l'odorat, etc. Il nous parle également d'un modèle, c'est un plan quelque part, une architecture, c'est quelque chose qui a été architecturé, un modèle architectural en état en puissance, et bien dans la matière, ça va être cette copie de ce modèle qui va être concrétisée. Et donc, moi j'aime bien déterminer ces deux termes aussi pour distinguer le mot être et exister. Être, je le garde pour cet état en puissance, alors que le mot exister, je le garde pour l'état en acte. Alors si vous regardez dans des dictionnaires aujourd'hui, les mots être et exister sont quasiment synonymes, mais si vous voulez une meilleure compréhension des traditions, eh bien moi j'ai choisi de vraiment distinguer ces deux termes et d'employer le mot être quand je parle de l'état en puissance et de ne parler du mot existence que quand ça va rentrer en acte, donc rentrer en existence dans le monde de manifestation. Platon nous dit, selon moi, il faut commencer par déterminer les deux choses suivantes. Qu'est-ce qui existe de tout temps sans avoir pris naissance et qu'est-ce qui naît et renaît sans cesse, sans exister jamais? L'un qui est toujours le même est compris par la pensée et produit une connaissance raisonnable. L'autre, qui naît et périt sans exister jamais réellement, tombe sous la prise d'essence et non de l'intelligence, et ne produit qu'une opinion. Donc pour Platon, cet état en puissance n'a jamais pris naissance. Alors que, à partir du moment où ça va
entrer en acte, ça va naître et renaître sans cesse. D'où la notion de cycle. Ça va être quelque chose de cyclique et quelque chose qui va avoir un début et une fin. Alors que quand on est dans un état en puissance, il n'y a pas de début et de fin, car c'est quelque chose qui n'a pas pris naissance. C'est quelque chose qui est sa propre origine. Donc cet état d'être étant hors du concept de temps, ne permettrait-il pas de définir une origine qui est sa propre origine? On voit que cet état en puissance n'a jamais pris naissance, donc il n'a pas été engendré, donc il est sa propre origine. Et donc ça permet, grâce à ces concepts, ça nous permet, quand on étudie les origines, eh bien de pouvoir décrire une origine qui est sa propre origine. Est-ce que le monde est perpétuellement en train d'être pensé? Parce qu'on a vu que c'est quelque chose, une pensée qui allait se manifester. Mais cette pensée manifestée, est-ce qu'elle va aussi elle-même, plus tard, engendrer d'autres pensées manifestées? Donc là, je ne fais que mettre les sujets, poser des questions, mais tous ces sujets seront approfondis plus tard. Donc est-ce que le monde est perpétuellement en train d'être pensé? Et si cet état est intelligible, comme le décrit Platon, car pour Platon, cet état en puissance n'est pas quelque chose d'aléatoire, c'est une intelligence derrière. Donc qu'est-ce que c'est cette intelligence qui régit la vie? La vie ne serait-elle donc qu'une grande pensée qui se pense elle-même et qui s'alimente des pensées qu'elle génère? Ne serions-nous pas un être qui vit ses potentialités, potentialités qui sont dans un état en puissance, au cours de ses existences, quand il va amener ses potentialités et les concrétiser en acte dans l'état d'existence? Si l'esprit, en état d'être, devient en existence dans un corps, qu'est-ce qu'une âme? Serait-elle le vecteur de la pensée qui a permis au corps d'entrer en existence? Donc tous ces concepts seront étudiés plus tard. Là, je ne fais que, en quelque sorte, poser le problème, introduire le sujet. Par contre, vous voyez que par le simple fait de décrire un état en puissance et un état en acte, eh bien ça permet d'aller assez loin et de faire beaucoup de propositions, beaucoup de modifier notre vision que nous avons du monde et de voir le monde différemment, sous un autre angle, en quelque sorte. Naître et mourir ne serait-il pas un simple changement d'état? C'est-à-dire que naître consisterait à passer de l'état d'être à l'état d'existence, donc de l'état en puissance à l'état en acte, et mourir consisterait à passer de l'état d'existence à l'état d'être. Vous comprenez maintenant pourquoi je dis que cette notion d'état en puissance et d'état en acte est fondamentale, car rien que par ce concept, eh bien, ce qui aujourd'hui est considéré comme une fin, la mort, eh bien, en utilisant ce concept, on voit que c'est plus du tout une fin, c'est juste un changement d'état. La mort est un changement d'état, la naissance est également un changement d'état. Merci de votre attention.